qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Parole aux auditeurs. Plusieurs événements politiques se sont produits en 2024 en République démocratique du Congo, notamment la mise en place des nouvelles institutions. En plus de l'installation du nouveau Parlement de la 4e législature, l'Assemblée nationale et le Sénat se sont dotés de tous les organes capables d'assurer le fonctionnement du Parlement bicaméral. L'Assemblée nationale a consacré tout le premier semestre de l'année 2024 à l'élaboration de son règlement intérieur ainsi qu'à l'élection de son bureau définitif présidé par le professeur Vital Kamerhe. Au cours de la session de septembre, la Chambre basse du Parlement a doté le pays de la loi portant reddition des comptes 2023, du collectif budgétaire 2024 ainsi que du budget 2025. Outre ces matières prioritaires pour cette session budgétaire, l'Assemblée nationale a aussi voté plusieurs lois de prorogation de l'état de siège et de ratification de certains accords de financement. Quel bilan pouvez-vous dresser du travail de l'Assemblée nationale en 2024 ? C'est autour de cette question que nous allons échanger pendant environ 55 minutes dans ce nouveau numéro des paroles aux auditeurs de ce mardi 14 janvier 2025. Nous avons décidé donc de revenir ce mardi sur cette thématique, d'autant plus que quand on en a parlé dans votre émission le lundi 6 janvier dernier, notre invité n'avait pas eu le temps suffisant pour répondre aux questions des auditeurs. Vos réactions sont les bienvenues sur la page Facebook Parole aux auditeurs. Vous pouvez aussi écrire à l'adresse pa@radiocapi.net pour réagir dans les groupes WhatsApp des radios Okapi, plutôt dans le groupe WhatsApp des Paroles aux auditeurs, ou encore intervenir en direct en composant les 099 706 80 79 099 706 80 79. Déjà, il y a des réactions qui nous sont parvenues. Ici, nous avons Blaise Saïdi Atibou depuis Kisangani. Il dit ceci: nous saluons l'honorable Chilumbaï de revenir à la radio Capi pour continuer les échanges avec les auditrices et auditeurs de cette 4e législature sur le plan politique. Le grand problème qui est là, c'est le non-respect des textes même au sein de l'Assemblée nationale où devrait avoir un bon exemple, mais ce n'est pas le cas. Comment expliquer qu'il y a une motion de défiance contre le ministre des ITPR? Les honorables députés nationaux ont retiré leur signature en suivant les mots d'ordre de leurs autorités morales. Il faut accentuer les contrôles parlementaires. Les parlements ne doivent pas être subordonnés à l'exécutif. Un bilan mitigé cependant, il cherche à surmonter les défis. Docteur Michael Bolingo, depuis Goma au Nord Kivu, nous avons dit merci beaucoup pour cette thématique. Par ailleurs, la vérité est vraie, le gouvernement et l'Assemblée nationale n'écoutent jamais nos opinions politiques et autres. Ça fait longtemps que les Congolais se donnent le luxe de proposer les pistes de solutions idoines à nos problèmes, mais qui nous écoute? Si aujourd'hui la guerre arrive à Massissi Centre et les environs de Goma, nous avions donné un bilan mitigé de l'état des sièges, mais du fait que à chaque prorogation de l'état des sièges, certains députés se retrouvent au sein, voilà, il dit au sein des Congolais qui les avaient donné mandat. Ils continuent à nous piétiner. Combien de députés ne font pas les vacances parlementaires sans valable, c'est ce qu'il dit, hein, sont-ils sanctionnés? Aujourd'hui, l'Assemblée nationale paye les plus... Aujourd'hui, l'Assemblée nationale paye plus de 500 députés nationaux. L'invité peut éclairer l'opinion publique avec cette justification. Tout pour montrer que nous sommes là sans écouter. Voilà, c'est là quelques réactions que nous avons reçues ce matin. Il y en a beaucoup. Hippolyte Kapanga est à la mise en onde de ces magazines. Paul Bajanyama à la vidéo. Et Julie Feza Bongonda en assure la réalisation et la coordination et la présentation. Guy Maté. Pour participer à Parole aux auditeurs, appelez au 081 890 49 69 ou au 081 890 63 30. Déposez-nous votre commentaire sur notre page Facebook, soit à pa@radiocapi.net. Et pour suivre Parole aux auditeurs en direct, rejoignez-nous sur www.radiookapi.net.
Encore une fois, bienvenue dans ce nouveau numéro des Paroles aux auditeurs. Merci à tous ceux qui ont déjà réagi sur la page Facebook et aussi qui se sont inscrits pour réagir. Nous parlons aujourd'hui, comme je l'ai dit, du bilan du travail de l'Assemblée nationale pendant l'année 2024. Et pour échanger sur ce sujet, nous recevons dans ces studios le professeur Isaac Jean-Claude Chilumbaï. Il est premier vice-président de l'Assemblée nationale. Bonjour, professeur Isaac Jean-Claude Chilumbaï. Bonjour, Cheki. C'est un plaisir de vous recevoir pour la deuxième fois depuis le début de l'année dans cette émission. Soyez le bienvenu, professeur. Merci beaucoup. Je salue aussi tous nos auditeurs ici de Radio Capi. Il y a plusieurs questions qui vous étiez adressées la semaine dernière et parmi ces questions, celle du contrôle parlementaire, mais aussi celle de la production législative. Et par rapport justement à la production législative, il y a des observateurs, n'est-ce pas, qui nous ont saisis et qui estiment que le bureau de l'Assemblée nationale a plus privilégié les projets de loi initiés par le gouvernement au détriment des propositions de loi qui émanent des députés nationaux. Professeur, l'émission est aussi pédagogique. Comment vous expliquez que l'Assemblée nationale puisse privilégier les lois qui viennent du gouvernement et au mépris ou au détriment des propositions de loi des députés nationaux? Non, je crois qu'il y a une procédure en la matière. Lorsque les projets viennent du gouvernement, ils sont directement soumis au débat de l'Assemblée, de la plénière. Alors que lorsqu'il s'agit des propositions, nous avons une procédure interne qui fait que la proposition soumise par un député passe d'abord par notre bureau d'études, qui prend quand même un peu de temps, parce qu'il s'agit pour lui de vérifier d'abord si la matière soumise est réellement du domaine de la loi, s'il n'y a pas une législation contraire ou contradictoire à ce qui est proposé, de vérifier s'il n'y a pas d'engagements internationaux, par exemple, contraires à la démarche ainsi proposée. Tout ça prend quand même du temps pour que le bureau d'études se prononce. Ça peut aller jusqu'à 2 mois, jusqu'à 3 mois, parce qu'il en a beaucoup au travail. Et là, nous, comme bureau, on attend jusqu'à ce que le bureau d'études se prononce. Lorsque le bureau d'études se prononce, ça peut être par un avis négatif, ou si c'est un avis positif, là on enclenche maintenant la démarche au niveau de la plénière. Ça signifie que la loi est soumise aux discussions pour sa recevabilité, et par la suite elle est envoyée à la commission PAJ qui va l'examiner en profondeur et qui va ramener. Donc il y a toute cette longue procédure qui fait que en l'espace de 2 mois, bien évidemment, qu'il ne soit pas si facile de faire passer une proposition de loi. Donc c'est ça qui pose un peu de problème. Et en plus, lorsque l'avis est favorable, il faut transmettre ça au gouvernement pour ses observations. Ok. Ça prend aussi du temps. Je sais que pendant cela veut dire que quand vous avez 2 textes, un qui provient de l'Assemblée nationale, donc une proposition de loi, et un autre qui provient du gouvernement, et que les 2 textes traitent des matières urgentes, donc vous privilégiez les textes qui viennent du gouvernement. Non, la procédure pour les textes qui viennent du gouvernement, elle est plus ou moins simplifiée que la proposition de loi. Parce que la proposition, vous voyez, toutes ces étapes-là, bureau d'études, observation du gouvernement, ça prend du temps. Et pendant les 2 sessions que nous avons passées, les premières 2 sessions que nous avons passées, il y a suffisamment de propositions de loi qui ont été soumises au bureau d'études et qui ont obtenu avis favorable. Maintenant, là, nous les avons transmises au gouvernement pour avis, et nous allons donc le soumettre au débat. Il n'y a rien qui peut être flou à ce niveau-là. Voilà, parmi les lois que vous avez adoptées, il y a celle des finances publiques. Nous l'avons dit la fois passée, le budget national exercice 2025. Et on constate que si les chiffres ont évolué, passé de 16 milliards à environ 17 milliards de dollars américains, on a l'impression que cette question des répartitions selon les secteurs n'a pas beaucoup évolué. Et du coup, une certaine opinion pense que les députés d'aujourd'hui ne sont pas différents de ceux des législatives passées. Pourquoi ? Parce qu'ils continuent aussi à octroyer l'essentiel du budget aux institutions politiques. C'est comme par exemple les présidents de la République, le budget a doublé, les gouvernements on a augmenté, ils ont aussi quasiment doublé.
est-ce que vous avez tenu compte du fait que et les chefs de l'État, et l'opinion, et tout le monde pensait que nous devons nous battre pour réduire les trains de vie des institutions? En fait, moi je crois que c'est déjà le cas. Peut-être qu'il y a un problème d'information, comme je l'ai dit autrefois ici. Nous avons sensiblement amélioré la cote allouée à l'agriculture. Ça, notre peuple doit le savoir. Et désormais, nous avons mis suffisamment de moyens pour le programme 145 territoires qui doit continuer, contrairement à ce qui a été raconté sur ce programme, parce qu'il devient un programme pérenne. Nous avons amélioré la cote de l'enseignement de base, mais aussi de l'enseignement supérieur et universitaire, en tenant compte de différentes discussions intervenues avec le banc syndical. Et donc, nous avons suffisamment mis de moyens pour la santé afin de devoir faire face au projet auquel tient le chef de l'État, celui de santé pour tous ou santé universelle. Donc, les institutions n'ont pas raflé la mise comme on semble le dire. Je crois qu'il est peut-être temps pour nos compatriotes, parce que le budget a été promulgué, la loi de finances a été promulguée. Les gens peuvent y accéder pour vérifier les différentes rubriques. Ils constateront que des équilibres nécessaires ont été apportés. Bien sûr que ce n'est pas à 100%. Nous sommes dans une phase évolutive. Les choses vont s'améliorant et nos compatriotes peuvent s'assurer que les choses vont s'améliorer davantage. Nous avons aussi des urgences qu'il fallait prendre en esprit, comme la situation sécuritaire dans l'est du pays et même sur toute l'étendue de la République. Le banditisme urbain, et il y a nécessité que le gouvernement ait suffisamment de moyens. Vous voyez, lorsqu'on dit qu'on a alloué plus de moyens au gouvernement, on ne s'imagine peut-être pas que ces moyens ne sont pas des moyens destinés à la poche des membres du gouvernement, mais aux activités qu'ils doivent mener. Aujourd'hui, par exemple, pour lutter contre le phénomène Koulouna, il faut suffisamment de moyens pour le ministre de l'Intérieur, pour la police nationale, et tout cela voudrait bien que le gouvernement, comme institution, ait les moyens de sa politique. Donc, nos compatriotes peuvent s'assurer que les représentants que nous sommes ont fait ce travail en toute conscience et qu'il n'y a rien d'exagéré qui a été fait en faveur des institutions, en particulier en faveur des élus eux-mêmes. Je vous ai déjà dit ici que ce n'est pas un secret. Le revenu du député national, c'est 14 500 000 francs congolais. Qui valent environ 5 milliards. Environ 5 000 dollars. C'est plutôt 5 000 dollars. C'est déjà beaucoup, c'est vrai, par rapport à d'autres revenus du pays, par rapport à l'enseignant que je suis, par rapport peut-être au médecin. Mais c'est aussi destiné à une activité que le député doit mener, entre autres, être dans sa circonscription, s'enquérir des problèmes qui s'y vivent, de s'enquérir de réalité de la vie des populations et rapporter ça à l'exécutif pour l'amélioration. Tout ça, c'est du travail. Il y a aussi... Mais autour de ça, il y a ce qu'on appelle les invisibles. Non, je vous ai dit ici que les députés bénéficient des petits frais pour ce qu'il y a, par exemple, de travaux en commission. Vous appelez ça petit frais, c'est-à-dire combien? Oui, bon, ça peut être 100 $, ça peut être 200 $. Et ce n'est pas de l'argent régulier. C'est lorsque vous participez aux travaux en commission, c'est là que on donne cet argent. Ce n'est pas que c'est un salaire qu'on donne chaque mois, non. Voilà, vous avez évoqué les secteurs de l'enseignement ainsi que celui de la santé. Et le secteur de l'enseignement dans son ensemble, vous y affectez 18% de ces budgets. Mais on a l'impression que c'est juste une apparence parce que c'est plutôt 5% que vous accordez à l'école primaire, les secondaires, l'université ainsi qu'à la recherche scientifique. Et les 13 autres %, vous les affectez à une rubrique, je vous ai posé la question, c'était même question la semaine passée, à une rubrique appelée les autres affaires liées à l'enseignement. À la santé, c'est la même chose. Vous y accordez 15%, mais les 11%, c'est plutôt 5% que vous accordez effectivement à la santé. Les 11 autres %, vous les affectez aux autres affaires liées à la santé. Et là, il y a beaucoup d'opacité. On ne comprend pas. Il s'agit de quoi? Autres affaires liées à la santé, autres affaires liées à l'enseignement. Il n'y a pas d'opacité. Parce que souvent, lorsque les enseignants, nous, enseignants,
nous parlons du budget alloué à l'enseignement, nous voyons souvent notre salaire et ça s'arrête là. Alors que lorsqu'on dit enseignement, ce n'est pas seulement le salaire de l'enseignant, il y a bien d'autres choses que cela. Il y a par exemple les frais de fonctionnement. Je dois rappeler que ça fait beaucoup de temps que dans ce pays, les écoles ne recevaient plus les frais de fonctionnement, les universités autant. Donc, nous sommes en train d'insister pour que ça s'améliore parce qu'au niveau de l'enseignement de base, je crois que la question a été prise en compte parce que les écoles reçoivent déjà les frais de fonctionnement, même si ce n'est pas encore suffisant, je dois le dire, mais c'est déjà une révolution. Et il y a d'autres activités connexes liées toujours à l'enseignement. Par exemple... Et qui prennent beaucoup des ressources. L'organisation des examens. Au niveau de l'Assemblée, nous avons levé l'option, par exemple, que les tests des examens certifiants soient désormais gratuits, que les parents ne participent plus à quoi que ce soit. Et ce n'est pas contenu dans les 5%? Non. C'est plutôt dans les 13%. Ce soit les TENACEP, les examens d'État et tout ça. Alors, si cette rubrique est respectée, il va être ainsi que les enfants pourraient passer tous ces examens-là sans payer un seul frais. Donc, l'État les prendrait en charge. Ça, c'est une évolution parce que le président de la République tient à ce que l'accès à l'enseignement dans les jours, dans les années qui viennent, soit absolument gratuit de primaire à l'université. Et ça, c'est un effort que nous allons ensemble déployer. Je crois que nous allons y parvenir le plus rapidement possible. Au sujet du contrôle parlementaire, plusieurs ministres ont été entendus, mais le dossier qui a suscité beaucoup plus de polémiques, c'est celui du ministre des ITPR. Comment vous expliquez cela? Non. Je parle toujours d'un point d'information. Le ministre des ITPR a été interpellé. D'abord, il faut noter qu'il était invité à l'Assemblée au travers d'une question orale avec débat. Et il y a eu un débat houleux et en direct que tout le monde a suivi, qui s'est soldé par des recommandations formulées par les députés motionnaires, les députés qui avaient adressé la question orale au ministre Guizaro. Et par la suite, il y a eu une motion lui adressée. Et que cette motion tombe exactement dans une séquence du temps où le ministre avait été appelé à autre chose. Parce qu'il faut que nos compatriotes le sachent. Nous avons un régime de séparation des pouvoirs. L'exécutif ne doit donc pas recevoir des injonctions du législatif dans l'exercice de ses compétences. Nous contrôlons bien sûr, mais nous n'avons pas à dicter nos injonctions. Et les ministres, lorsqu'ils voyagent, ils n'ont pas demandé l'autorisation au Parlement. Et lorsque la motion arrive, le ministre Guizaro avait une autorisation de sortie délivrée par son chef, Madame le Premier ministre, pour se rendre à Kalemi, à Isiro et à Canaan. C'était des voyages sur voyages en prévision bien entendu de descente du chef de l'État dans ses provinces respectives où il devrait notamment s'enquérir de l'évolution des différents travaux d'infrastructure lancés dans ces provinces-là. Et ça fait que lorsque la motion est arrivée, et nous l'avons réceptionnée avec toutes les diligences possibles, le bureau l'a fait parvenir au Premier ministre pour la transmettre au ministre comme la procédure le requiert. Et nous avons reçu du Premier ministre la réponse avec ordre de mission à l'appui qui certifiait que le ministre était bien indisponible. Donc ça n'avait rien à voir avec l'interférence des autorités morales comme l'avaient dénoncé certains députés. Ça n'avait rien à voir. Je dois souligner que l'interférence des autorités morales n'est pas antidémocratique, en fait, dans tous les pays du monde. Nous l'avons vu ici lorsqu'il y a eu la motion contre Barnier. En France, il y a des chefs de partis politiques qui ont donné des consignes à leurs députés. C'est une démocratie partisane parce que, il faut le reconnaître, les députés sont à l'Assemblée au travers
de partis politiques qui doivent continuer de jouer leur rôle. Mais le mandat des députés est non impératif. Bien sûr, c'est un mandat non impératif qui n'exclut pas le rôle d'encadrement dévolu aux partis politiques dans un jeu démocratique comme le nôtre. Donc permet aux partis politiques de continuer à faire pression, à exercer pression aux députés nationaux alors qu'ils ont un mandat non impératif. Des consignes de vote qui ne sont pas des obligations pour le député. Donc il ne répondrait pas du refus d'appliquer la consigne du parti. Mais aucun parti, que ce soit ici, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, tous les partis politiques donnent toujours les consignes de vote. Ils prennent toujours le temps de se réunir avec leurs députés pour discuter de l'opportunité ou pas d'accompagner telle ou telle autre politique. Ça se fait comme ça dans toutes les démocraties du monde. Donc, ce n'est pas une exception pour le Congo. Ce qui est vrai, c'est que le député qui s'écarte de cette consigne n'a pas à répondre de cette responsabilité devant le parti politique ou à en subir les conséquences de droit. Merci. C'est ça le caractère du mandat non impératif. Merci. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Radio Kapi. Vous suivez en ce moment votre magazine Parole aux auditeurs. Nous parlons aujourd'hui, comme nous l'avons dit, du bilan du travail de l'Assemblée nationale pendant l'année 2024 avec notre invité, le professeur Isaac Jean-Claude Tshilumbayi. Il est premier vice-président de l'Assemblée nationale. Si vous voulez réagir, vous pouvez appeler au 099 706 80 79 099 706 80 79. Nous allons à présent ouvrir notre standard avec tous ces auditeurs qui sont déjà en ligne. Et donc là, nous sommes à Kinshasa avec Maître Omar Kigalou. Maître Omar Kigalou, bonjour. Bonjour, M. Guy Maté. Bonjour, l'invité. Bonjour, cher maître. Allez-y, Maître Omar Kigalou. Merci beaucoup du verbe que vous m'adjugez. M. Guy Maté, avant de débuter mon intervention, je voudrais rebondir sur ce que le professeur Tshilumbayi a dit sur la consigne. Nous sommes un État démocratique, cher professeur, et dans un État démocratique, les députés ne reçoivent pas des injonctions lorsqu'ils accomplissent sa mission parlementaire. Je vous renvoie à l'article 28 de la Constitution qui dit « Nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal ». Lorsque, lors de la motion des ministres des Infrastructures, l'autorité moralienne MLC demande aux députés de retirer leur signature alors que le règlement l'interdit, c'est une violation de la loi. Et en tant que professeur de droit et autorité parlementaire, vous ne pouvez pas cautionner cela. Merci beaucoup pour cette petite mise au point. Je m'en vais rapidement à mon intervention, M. Guy Maté, et je voudrais premièrement faire une mise au point. Le rôle de l'Assemblée nationale n'est pas d'applaudir les actions du gouvernement, ni encore de chanter les prouesses du chef de l'État. Son rôle, c'est de voter les lois utiles pour les pays et de contrôler les actions du gouvernement. Deuxièmement, M. Guy Maté, dans une démocratie, on doit éviter de confondre la majorité présidentielle à la majorité parlementaire. Si la majorité présidentielle est un ensemble de forces politiques qui sont réunies pour la victoire ou pour la gloire du chef, la majorité parlementaire est l'ensemble des forces politiques réunies pour le bien-être de la population et non du chef de l'État. Troisième observation importante, un député est certes élu sur une liste électorale d'un parti politique ou d'un regroupement, mais son mandat est non impératif, son mandat est public. Il travaille d'abord pour le peuple, tout en respectant les conseils de son parti. Mais lorsqu'il faut choisir, c'est l'intérêt du peuple qui est supérieur. Deuxième partie de mon intervention, mais c'est parce qu'il faut faire l'évaluation, M. Guy Maté. Sur le plan positif, on n'est pas seulement là pour critiquer. Il faut d'abord apprécier l'organisation des primaires. J'ai beaucoup aimé, pour la première fois au Congo, on a organisé des primaires pour désigner les candidats présidents de l'Assemblée nationale. Bien que ce sont les mêmes têtes qui réunissent depuis plus de 50 ans, mais on a quand même applaudi cet exercice démocratique qui fait transpirer la démocratie au Congo. Ça, j'applaudis. Sur le plan positif, toujours, on a apprécié la production législative. Il y a eu la loi de reddition des comptes et il y a eu plusieurs lois de rectification des accords de financement qui sont utiles pour la nation. Ça, on peut féliciter. On peut aussi apprécier le budget qui a été haussé parce qu'aujourd'hui, il y a eu des assignations budgétaires qui ont été élevées et voir les budgets être élevés pour le bien du Congolais, on peut applaudir. Mais sur le plan négatif, M. Guy Maté, puisqu'on évalue, nous déplorons premièrement la complaisance et l'absence du contrôle efficient au niveau du Parlement. Tout ce que les professeurs disent, budget quoi, ce n'est qu'un plan financier, ce n'est pas l'argent liquide. Et ces plans financiers ne seraient exécutés que si le Parlement accomplit son contrôle politique. Je prends le premier cas du ministre des Infrastructures qui a reçu une motion de défiance. Le présidium de l'Union sacrée, à travers le MLC, a ordonné aux députés de retirer leur signature pour ne plus poursuivre, alors que le règlement l'interdit. Ça a été fait, ils ont même fait des déclarations à la radio.
Dans un État démocratique, ça ne se passe pas. Tout ministre interpellé doit répondre et la sanction doit être positive ou négative. Deuxième cas, M. Guimate, c'est la loi de reddition des comptes. Depuis 1960, à la fin de chaque exercice budgétaire, soit on tombe au déficit budgétaire, soit on tombe à l'excédent. C'est quoi le déficit? Les dépenses effectuées peuvent être en deçà des ressources prévues. Ou encore excédent, les dépenses effectuées sont supérieures aux dépenses prévues. Ce qui viole les lois relatives au principe budgétaire. Donc, après cet exercice-là, il y a eu excédent. Qu'est-ce que le Parlement a fait pour interpeller ne serait-ce que les ministres du budget? On se rend compte, M. Guimate, il y a une certaine complaisance. Et je finis avec l'amateurisme qu'on a constaté. Il y a eu un député, M. le professeur, qui a dit choses au Parlement sans qu'il ne soit député. On s'est posé la question sur la gestion sécuritaire des parlementaires. Et enfin, on a aussi remarqué l'absence, n'est-ce pas, des débats sur des questions fondamentales de la nation. On parle de l'état des sièges, on parle du budget, pourquoi pas des débats sur les logements, sur les inondations et autres. Pour finir, parce que je ne dois pas monopoliser la parole. Vous l'avez fait, vous avez monopolisé la parole. Oui, allez-y, citez. Je m'excuse. Je disais, je demande seulement aux députés d'avoir la conscience parlementaire. Les lois n'ont de sens que si elles sont appliquées. Tout ce que nous prévoyons en termes de budget ne sera exécuté que si les contrôles sont faits. Quand on parle aujourd'hui de loi Bakajika, il s'agit d'un monsieur qui s'appelait Gérard Bakajika, qui a travaillé et laissé des traces. Je prie aux députés nationaux d'avoir la conscience parlementaire et de travailler réellement pour la nation. Merci, Maître. D'avoir pris beaucoup de temps. Merci, Maître Omar Kigalou. Maître Patrick Odia de Lubumbashi. Bonjour, Maître Patrick Odia. Bonjour, Guimate. Bonjour au professeur Chilombaï et à tous les auditeurs de la radio Capi. Allez-y, Maître Patrick Odia. Oui. D'emblée, je voudrais demander au professeur que la fois passée, les arguments soulevés par lui pour nous répondre n'étaient pas suffisants ou n'étaient pas convaincants. Par exemple, je vais y aller lorsqu'il parle de la séparation du pouvoir dans la question relative à la convocation ou à l'interpellation du ministre des UTPR. Il soulève la question de l'absence du ministre qui serait envoyé dans une mission. Mais est-ce que jusqu'à ce jour, le ministre est toujours en mission? Est-ce que l'argument tel qu'est soulevé par lui tient-il toujours debout qu'il était en mission alors que la motion est toujours en vigueur jusqu'à l'Assemblée nationale et qui n'a pas été invitée? Je ne sais pas pour le moment qu'est-ce que le professeur dira. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses également, le professeur, parce qu'on parle de l'action parlementaire, la loi portant reddition des comptes de 2023, beaucoup d'irrégularités, beaucoup d'infractions ou d'irrégularités qui peuvent être transmises ou constituées en infraction ont été commises par certains dignitaires de l'État également, notamment le ministre des Finances, etc. également. Et tous les députés, vous y étiez, n'étaient pas d'accord avec, même par quelqu'un qui a fait la mécanique, si vous pouvez me le permettre. Mais à ces jugements des infractions liées à ces irrégularités, qu'a fait le Parlement congolais pour interpeller et sanctionner? Est-ce que le Parlement s'est-il permis de pouvoir ne fût-ce que convoquer et sanctionner au regard de la loi budgétaire ou la loi des finances, j'y arrive? Qu'est-ce qui freine? Ce sont les pesanteurs politiques. Sœur, que faites-vous et comment vous êtes en train de travailler au niveau de l'Assemblée nationale? Quand je parle de vous, ce n'est pas le professeur Chilombaï, je parle du Parlement. Merci. Ça, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses également, professeur. Allez-y rapidement. La question sécuritaire. À ce jour, le peuple congolais n'est pas à désir de se faire une idée sur l'état sécuritaire de l'État. Au-delà des briefings qu'on nous donne, qu'on appelle autrement juste pour donner des petits jetons, mais le peuple congolais chez moi à Tchilenge, par exemple, chez moi au Kassai oriental, le peuple n'est pas du tout informé sur la question sécuritaire. Et n'en parlons même pas dans les Hauts-Katanga où aujourd'hui il y a l'insécurité et nous avons l'impression que le Parlement ne fait rien pour convoquer le ministre de l'Intérieur afin qu'il réponde de certains cas d'insécurité, non seulement d'insécurité, même des tueries. Vous avez appris ce matin que le banditisme à Kinshasa contre Maître Kabila, Mwana Kabila, l'avocat et les autres qui sont en train d'être tués par-ci, par-là, ou tentatives également de tueries. Mais le gouvernement, au travers du ministère de l'Intérieur, ne fait absolument rien. Mais du moins, le Parlement est là et consomme de l'argent. Et contrairement à ce que le ministre ou le professeur a dit que le député national touchait 10 millions ou 16 millions quelques. Non, professeur, j'ai les bordereaux, la copie de paiement de certains de vos députés
vous touchez à ces jours 10 500 $. Et quand je fais, c'est plus de 16 millions. J'ai la copie, je peux balancer ça dans les forums ou à n'importe qui. Merci, Maître de Patrick. votre qualité de travail que vous faites et les attentes que nous avons. Je voulais citer Guy Maté, je voulais citer en interpellant le professeur Tshilumbayi. Professeur, nous vous avons aimé depuis l'université pour votre rigueur et efficacité. Mais nous estimons que vous devez faire votre part interpellement. Les groupes de désabartés-DC que nous ne sentons pas absolument. Les députés des désapartés-DC, nous ne les sentons pas. Même de l'IDPS encore qui sont au pouvoir, il faudrait sanctionner les gouverneurs, j'allais dire, le dignitaire de l'État, les ministres, mais aussi les DG de certaines entreprises pour que la justice soit faite et que le développement On a compris, Maître Patrick Odia. Je pouvais dire par rapport. Professeur Isaac Jean-Claude Tshilumbayi, vous avez ces questions auxquelles vous êtes appelé, n'est-ce pas, à apporter des réponses. Maître Patrick Odia et Maître Omar Kigalou. Merci beaucoup. D'abord, je reviens sur ce que Maître Omar Kigalou a dit. J'ai parlé, bien évidemment, lui-même a établi la nuance entre la consigne et l'instruction. Je dis que dans toutes les démocraties du monde, les députés reçoivent les consignes de leur parti politique. Pas des injonctions. Pas des injonctions. Nous avons vu ça en France dernièrement avec Michel Barnier. Et on a vu comment les partis de Marine Le Pen et tout le monde a donné la consigne. Mais ce que c'est fait chez nous, ça ne s'apparente pas à des injonctions. Non, ce n'est pas des injonctions. Parce qu'on oblige aux parlementaires, aux députés de dire... Non. Et quand il a posé sa signature quelque part, d'abord, on dit retirez votre signature. Il n'y a pas eu retrait de signature. Ça, c'est une correction qu'il faut apporter. Et notre règlement l'interdit. Lorsque quelqu'un a posé la signature et qu'il est vérifié que c'est sa signature, on ne retire pas. Donc, il n'y a pas eu cette opération de retrait des signatures. Il n'y a pas eu instruction contraignante sur un député. Mais je sais que chaque parti politique, dans son rôle d'encadrement des élus, a eu le temps d'échanger avec ces élus pour leur dire ce qu'ils pensaient de cette question. C'est tout à fait démocratique. Maître Omar évoque des points positifs, notamment l'organisation des primaires et au sein des Lions Sacrés, et pour départager les différents candidats, et aussi la production législative. Mais les points négatifs, il parle notamment de la complaisance. Voilà, il évoque aussi le fait que la loi sur la reddition des comptes 2023 a été, n'est-ce pas, débattue. On a découvert beaucoup d'irrégularités, mais il n'y a pas eu, n'est-ce pas, après cela, des poursuites, des sanctions. Je vais bien. D'abord, il y a l'autre préoccupation sur la confusion entre majorité parlementaire et majorité présidentielle. Voilà. Lorsque la majorité parlementaire elle coïncide avec la majorité présidentielle, c'est le régime qui est le nôtre d'ailleurs, on appelle ça souvent le couplage. C'est qu'il y a cette symbiose qui fait que la volonté du chef de l'État qui est chef de la majorité présidentielle s'exprime exactement sur la majorité parlementaire. En fait, ce qu'il faut noter là, même lorsqu'on parle de droit constitutionnel, cet enseignement s'intitule toujours droit constitutionnel et institutions politiques, pour noter le fait qu'il y a des interférences réelles entre les comportements politiques et les réglementations en termes de juridisation de la vie politique dans un pays. C'est-à-dire qu'ici, il y a une majorité qui est un fait vrai, qui est une majorité derrière le président de la République. Il faut qu'on s'assume comme politique. C'est une évidence que cette majorité, on ne l'empêcherait pas de soutenir le président de la République qui en est le leader. Ça s'est fait comme ça dans tous les pays du monde. Voilà. Ce n'est pas seulement les points négatifs. En fait, les points négatifs, je note avec Maître Omari qui a eu cette clameur autour des abus dans l'exécution du budget qui a été noté par l'Assemblée. Je crois que c'est peut-être pour la première fois qu'on voit l'Assemblée prendre de telles positions tranchantes sur les abus d'exécution du budget, et que nous, à l'Assemblée, nous avons utilisé les moyens qui sont les nôtres. Ça signifie quoi? Des personnes qui ont commis ces abus n'étant plus des ministres en fonction,
et ils ne peuvent pas répondre devant la plénière de l'Assemblée nationale. Ça, c'est clair. Mais du moins, comme il est possible de les entendre en commission, nous avons institué une commission qui est en train de se mettre en place, qui va enquêter sur tous ces abus, avec cette possibilité que l'Assemblée recommande des poursuites judiciaires à leur encontre. Donc, cette question n'est pas passée inaperçue. Mais nous faisons ce que notre règlement et ce que la Constitution nous recommande. Nous avons mis en place une Constitution. Il se pourrait, et ça c'est une possibilité, que le parquet se saisisse lui aussi de ces dénonciations qui ont été faites du haut de la tribune de l'Assemblée nationale pour éventuellement ouvrir des enquêtes. Ça, nous ne pouvons pas le lui interdire, mais nous faisons ce que la loi nous destine comme compétence en cette matière précise. Bon, ce qui est de débat des sociétés, peut-être que Maître Mar ne nous a pas bien suivis. Bien évidemment, il y a eu les discussions autour des lois, autour de l'état de siège, des questions sécuritaires, mais aussi ces grands débats autour, par exemple, des questions d'insalubrité dans la ville de Kinshasa, des constructions anarchiques, des embouteillages. C'est un débat qui a été porté par l'honorable Cheikh Kitundu et qui nous a pris pratiquement toute la journée avec des recommandations qui ont été formulées par la commission dirigée par l'honorable Matata Pogno. Donc il y a eu tous ces débats-là. Mais des débats qui n'ont pas d'impact apparemment sur le terrain. Non. Les mêmes problèmes continuent à se poser aujourd'hui. L'Assemblée fait ce qu'elle a à faire. Et parce que nous avons... Lorsqu'il y a des recommandations qui sont formulées par l'Assemblée nationale, en place une commission. Qu'est-ce qu'on en fait à ce moment-là? Nous avons mis en place une commission dirigée par l'honorable Matata Pogno. La commission a formulé ces recommandations que nous avons adoptées en plénière et nous les avons transmises au gouvernement. Maintenant, parce que nous les avons transmises au gouvernement, c'est pour leur exécution. Et la suite, c'est que nous viendrons revérifier si le gouvernement a exécuté ces recommandations ou pas. C'est ça le rôle de contrôle. On espère que vous allez le faire. Nous allons le faire parce que on est bien déterminé de faire dans 3 ou 6 mois, on va pour vous sur la question que Maître Patrick Odia a posée, merci d'abord pour ces paroles aimables à mon égard. Et je note ici que lorsque j'ai parlé de la séparation des pouvoirs, c'est juste pour signaler le fait que lorsque le gouvernement envoie ses ministres en mission, il n'a pas besoin de nous poser préalablement la question. Il le fait. Et que lorsqu'il y a une invitation adressée au ministre par l'Assemblée, nous avons juste constaté que le gouvernement nous a répondu avec 2 éléments de preuve que le ministre était en voyage. C'est ça qui a fait que toute cette démarche intervient à 1 semaine de la clôture de la session. Nous ne pouvions pas faire autrement. Eh bien, nous commencions les vacances parlementaires. Il faut maintenant attendre la suite de cette démarche de contrôle parlementaire que personne ne cherche à éviter par ailleurs. Parce que vous avez vu qu'à l'Assemblée, au bureau, nous avons assumé et nous avons accompagné la démarche. Beaucoup d'irrégularité dans l'exécution du budget, oui, j'ai déjà répondu à cette question que Maître Mari Kigal a posée. Il évoque, Maître Patrick évoque cette question sensible par rapport à la rémunération des députés nationaux. Il parle des 16, il a fait ses calculs. Je peux lui donner il est arrivé à 16 000 des garanties très sérieuses que vous pouvez vérifier avec moi parce que nous sommes payés par voie bancaire et nous recevons un message à la banque. Et vous allez voir exactement que ce message indique 14 500 000 francs congolais. Mais les invisibles ne peuvent pas être retracés, n'est-ce pas? Non. On ne sait pas faire la traçabilité par rapport aux invisibles. Je vous ai dit c'est pourquoi on appelle ça invisible. Les fonds que les députés touchent pour les travaux de participation aux commissions, parfois on mystifie ces choses-là pour rien. Pour les travaux de participation aux commissions, pour les travaux de participation aux conférences de présidents et autres, ce ne sont pas des fonds significatifs, c'est du carburant qu'on donne à un député, il a mis et puis c'est fini. Ce n'est pas chaque jour que cela vient. Mais moi, je suis avec vous, vous pouvez voir les messages de la banque. Je reçois exactement 14 500 000 francs congolais. Merci. En ce qui concerne les questions sécuritaires, je note, et nous avons eu cette plainte, en particulier dans la province du Haut-Katanga, sur la sécurité. Et moi, j'ai signé à peu près 4 questions écrites au ministre de l'Intérieur. Il a déjà formulé certaines réponses à des préoccupations des députés sur l'insécurité, en particulier dans le Haut-Katanga. Mais aussi, il faut noter que
nous avons noté avec satisfaction la réaction du ministre de l'Intérieur lorsque nous lui avons adressé des questions écrites sur le banditisme urbain. Et dernièrement, nous avons vu qu'il a mis en place l'opération Ndobo à Kinshasa. Les retours que nous avons, nous comme parlementaires, sont prometteux. Nous pensons que les choses peuvent aller. Il faut nécessairement et rapidement étendre cela. Nous avons insisté dans des recommandations. On a perdu un confrère, Adonis à Lubumbashi, qui a été tué. Dans des recommandations que nous avons formulées. Et hier, on a découvert encore 5 corps des gens. Effectivement, nous lui avons formulé les recommandations d'étendre l'opération Ndobo à Lubumbashi. Mais vous savez aussi qu'il faut que notre population accompagne les institutions. Vous avez vu des protestations dans le Katanga, selon quoi il y aurait une politique de transplantation de jeunes vers Kanyama-Kasese. C'était une politique ciblée, un peu beaucoup de choses comme ça. Alors que nous avons vu qu'ici à Kinshasa, les jeunes ont été amenés à Kanyama-Kasese, ils ont travaillé, ils ont tapé des métiers, ils vivent ça avec une grande satisfaction. Mais lorsqu'on a tenté ça dans le Katanga, beaucoup d'interprétations ont suivi. Et nous pensons aussi qu'il faut... C'est pourquoi il faut qu'il y ait une sensibilisation. Il faut qu'il y ait une sensibilisation. Il faut qu'il y ait une sensibilisation. Parce que ce qu'on vit ici, moi je suis en train de voir que nous payons les arriérés de l'abandon de la jeunesse. Pendant 30 ans, nous avons vécu sans école. Vous voyez un peu. Tous ces jeunes qui ont grandi dans cette condition... Vous devez gérer les conséquences de tout ça. Hein? Nous sommes en train de gérer ces conséquences. Il faut les gérer avec rapidité et efficacité parce que ces jeunes sont par millions dans nos villes, dans nos sociétés, et que les prisons pour les mettre tous, nous n'en aurons pas. Et même les jeter tous en prison ne serait toujours pas une solution. Mais si on peut les utiliser à des métiers qui les transforment et qui les rendent utiles dans la société, je crois que c'est une assez bonne chose. L'exemple, par exemple, doit être généralisé et aussi accompagné par la population. Et on retourne à notre standard. Nous avons Jean-Arthur Kabamba depuis Kinshasa. Jean-Arthur Kabamba, bonjour. Bonjour Guy Maté, bonjour aussi à l'invité. Allez-y Jean-Arthur Kabamba, soyez concis, hein. On n'a plus assez de temps. Merci beaucoup. On se pose beaucoup de questions. Pourquoi l'Assemblée nationale n'arrive pas à répondre aux besoins des Congolais? Quels besoins? Précisez les besoins. Il s'agit de quels besoins? Il y en a plusieurs. Par exemple, la réduction des trains de vie. Vous venez de bien poser la question au professeur. Quel est le rapport ou la réduction des trains de vie? Il n'a pas arrivé à répondre correctement. Alors, on se pose des questions. Est-ce qu'un député national est plus qu'un professeur, est plus qu'un médecin, un ministre est plus qu'un procureur de la République? Pourquoi, à tout moment, le président de la République doit recevoir chez lui, à l'OIA, les députés, mais tandis que les enseignants, les médecins, les procureurs, tous ces gens-là n'aient pas à être satisfaits dans leur émolument ou salaire. Alors, nous attendons toujours, nous Congolais, la réduction des trains de vie, puisque nous savons que l'Assemblée nationale a 2 ou 3 missions. 1, c'est l'autorité budgétaire. 2, pour les contrôles. 3, voter les lois. Que les professeurs puissent nous répondre. Le bureau prévoit quoi pour la réduction des trains de vie? Nous avons besoin d'entendre à la radio, de suivre on a compris, radio, Jean-Arthur. On a compris votre pensée, on a compris. Qu'on puisse nous dire le salaire du président de la République est de 5 000, et le député national, par exemple, de 3 000, les professeurs d'université aussi $3,000, un enseignant et un député. Donc une certaine transparence par rapport au salaire, n'est-ce pas? Ok, on a compris. Glody, on est encore à Kinshasa. On donne la parole cette fois-ci à Glody Bouanganga. Glody Bouanganga, vous êtes là? Oui, je suis là, monsieur Guimaté. Allez-y, Glody Bouanganga. Bonjour à vous et bonjour à l'invité. Je pense que l'heure est déjà partie, faute de la connexion. J'aimerais juste poser la question au professeur. Monsieur le professeur, vous êtes depuis que vous êtes
élu membre du bureau de l'Assemblée nationale, combien d'édits que vous avez déjà édités pour la publication, soit pour la promulgation, afin que le peuple congolais puisse comprendre? Parce que vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de Congolais qui prennent leur temps de rédiger des édits, mais parfois, quand ça arrive au niveau de l'Assemblée nationale, cet édit-là n'est pas... Les édits, vous parlez des édits, là, il s'agit des assemblées provinciales. Hein. Ici, c'est l'Assemblée nationale, et donc on parle des lois. Proposition de loi ou projet de loi. Allez-y. Ah oui, d'accord. Peut-être j'ai mal reformulé la question, peut-être au moins. Monsieur le vice-président de l'Assemblée nationale, vous en tant que membre du bureau, qu'est-ce que vous proposez au peuple congolais? Qu'est-ce que vous nous assurez actuellement? Parce que là, nous sommes fatigués, les transports, la vie est devenue trop chère, tout est difficile. Parfois, on n'arrive plus à comprendre. Vous, en tant que membre de l'Assemblée, qu'est-ce que vous nous proposez? Qu'est-ce que vous nous assurez que les jours à venir, que les peuples congolais peuvent vivre et peuvent palper au niveau de notre main? Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup, Glody Bwanganga. Professeur, il y a aussi un auditeur qui nous écrit. En fait, un internaute il s'appelle Congo Matondo. Il dit, il est enseignant à Matadi, au Congo central. En 2024, l'Assemblée nationale a montré une dynamique positive en se dotant d'une structure solide avec l'élection de son bureau définitif et l'élaboration de son règlement intérieur, favorisant ainsi un fonctionnement efficace. L'adoption des lois cruciales, notamment la loi sur la reddition des comptes et les budgets pour 2024-2025, indique une volonté d'assurer la transparence financière et une planification économique rigoureuse. De plus, les mesures prises pour proroger l'état des sièges et ratifier des accords de financement reflètent une attention portée à la sécurité et au développement socio-économique du pays, ce qui est essentiel dans les contextes actuels. Le bilan de l'Assemblée nationale en 2024 en RDC est globalement positif, ça c'est selon Congo Matondo, qui est enseignant au Congo central, positif avec une mise en place efficace de ces organes et l'élection du bureau, d'un bureau définitif sous la présidence du professeur Vital Kamerhe. L'élaboration du règlement intérieur et l'adoption de la loi des lois essentielles telles que celle sur la reddition de comptes et les budgets témoins. Voilà, je crois qu'il revient sur ce qu'il avait déjà dit, professeur Isaac Jean-Claude Tshilombaye. Vous allez réagir, n'est-ce pas, aux propos de ceux qui viennent d'intervenir, donc Glody Bwanganga et puis Arthur Kabamba. Mais on me dit qu'il y a aussi un autre auditeur, c'est Crispin, il intervient depuis le Kassi. Crispin, vous êtes là? Oui, nous sommes là. Voilà. Allez-y rapidement parce que nous sommes à la fin de l'émission. Oui. Oui. J'aimerais juste poser, quelques questions au professeur. Allez-y rapidement, s'il vous plaît. Pour ce qui concerne tout d'abord l'arrestation des bandits ainsi que d'autres personnes qui sont en train de faucher, au niveau de la population, tout en les envoyant à Kanyama Kasese. Oui, nous connaissons que c'est bien, c'est normal, parce que même pendant la période de Mouzé Kabila, je me souviens très bien que l'affaire Kanyama Kasese existait, pour tout en cherchant comment à relever, certaines choses dans. Donc vous saluez l'approche chez Kanyama Kasese, et puis le deuxième élément. Les problèmes de. Oui, le premier élément, c'est Kanyama Kasese. Je suis toujours avec Kanyama Kasese. Là-bas, nous sommes en train de voir comment est-ce qu'on est en train d'y envoyer beaucoup de gens, tout en cherchant comment produire des denrées pour que les prix des denrées alimentaires soient bien. Cher Crispin, malheureusement, on n'a pas ça de temps. Hein. On sait que vous saluez cette approche Kanyama Kasese. On va donner la parole à notre invité, Isaac Jean-Claude Tshilombaye. Professeur, vous avez la parole. Merci beaucoup, Jean-Arthur. Vous avez vous-même suivi, je crois, le ministre Nicolas Kazadi dans une émission sur Top Congo. Il a dit qu'il assumait qu'il ait pris la décision salvatrice de réduire le train de vie des députés et qu'il avait réduit le revenu du député de 50%. Je crois que ça, ce n'est pas des députés qui vous l'ont dit, c'est le ministre des Finances qui vous l'a dit. Et c'est effectif à travers le budget 2025 ? C'est effectif déjà dans le budget 2024. Ça, c'est seulement les députés.
Je ne sais pas ce qui se passe dans d'autres institutions. Je parle des députés. Je sais que le train de vie des députés... Mais vous avez examiné les budgets, donc vous devez savoir... Le train de vie des députés les ressources qui ont été affectées à chaque institution. Le train de vie des députés a été exactement réduit de moitié depuis le budget passé. Et c'est la même chose dans le budget qui a été adopté. Alors, pourquoi le président reçoit les députés nationaux et non les autres fonctionnaires? Les députés, enseignants, médecins, les députés nationaux sont dans une relation institutionnelle de gestion de l'État avec le président de la République, ce qui n'est pas le cas avec les enseignants. Le président de la République, il a cette obligation de conférer avec les autres institutions dans la direction du pays. Ce n'est pas le cas avec les autres fonctions de l'État. Il y a bien des cadres pour qu'ils rencontrent les décideurs. Ce n'est pas forcément qu'ils soient rencontrés ou qu'ils soient reçus par le président de la République. Même les députés nationaux ne les reçoivent pas à chaque jour. C'est périodique lorsqu'il y a des situations urgentes, des situations sécuritaires, des situations qui demandent que les institutions se mettent ensemble pour les résoudre. Voilà. Comment vous trouvez la suite? Est-ce que vous êtes, on peut dire, vous croyez que les choses vont évoluer positivement? Vous êtes optimiste? Mais je suis très optimiste. Beaucoup de compatriotes, parfois, quelqu'un a posé le problème d'information ici. Il y a un réel problème d'information. Personne ne sait aujourd'hui dans ce pays que le gouvernement de la République a financé les travaux de construction de la route Kisangani-Komanda-Beni. C'est 700 km d'une route asphaltée. Ça, c'est du jamais entendu dans ce pays, c'est du jamais vécu. Personne ne sait que le gouvernement de la République a financé la route Mujima et Mwenji, Tukami. Malheureusement, on est à la fin de l'émission. Là. Il y a cette question des arriérés, des parlementaires, plutôt des assistants parlementaires. Je voulais noter que ces 900 km, tout cela, c'est des choses qui font qu'il y a espoir, effectivement, comme Glody. Les arriérés des assistants parlementaires? Non, je n'ai pas d'informations précises sur la question d'arriérés des assistants parlementaires. Ce que je sais, c'est que pendant ces fêtes, nous avons reçu des vœux des assistants parlementaires, saluant et félicitant le bureau de l'Assemblée pour la très bonne collaboration avec eux et le traitement. Mais ils n'ont pas été payés. Je ne m'imagine pas qu'ils ne soient pas payés s'ils peuvent nous adresser de tels vœux. Merci, c'est par là que nous terminons cette émission. Nous disons merci à notre invité, le professeur Isaac Jean-Claude Chilumbaï, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Merci aussi à tous ceux qui sont intervenus dans cette émission. Merci également à Hippolyte Kapanga qui était à la technique, Paul Waganyama à la vidéo et Julie Feza-Bongonda qui l'a réalisé et coordonné sous la supervision de Martin Sebujangwe, à la présentation Guy Maté. Merci une fois de plus. Bonne suite de programme sur Radio Okapi. On se retrouve demain avec un autre sujet.